Qu'est-ce qui vous arrive encore? Quelque chose de terrible. Ma copine vient de me jeter. Oh. Et pourquoi vous a-t-elle jeté? Elle a dit que j'étais trop romantique, trop passionnel, pas assez raisonnable. Stop Galbeblas, qu'est-ce que tu chiales là? On t'a pas dit qu'un homme ça pleure que par l'œil du cyclope après 3h30 de tartinage minimum? Qu'est-ce que tu racontes être romantique et passionnel? Dans ton cas on dirait que tu parles juste de rejouer des clichés romantiques dans des films vus et revus de notre enfance, sans aucune once d'originalité, ou alors être collant et surmalaisant comme un clébard mal castré à qui on a envie d'acheter une dog's dog, you know what I mean? Alors calme-toi, ça va bien se passer. Ça va bien se passer, hein. Ah, l'amour. Vaste sujet auquel je m'attaque enfin. Qui que nous soyons, nous avons tous une expérience plus ou moins importante de l'amour. Que ce soit par le biais d'aventures, de relations sérieuses ou de coups de foudre marquants, nous avons quasiment tous goûté à la saveur des passions amoureuses. Pourtant, une question persiste. L'amour mène souvent à des relations tumultueuses, des relations de dépendance ou d'attachement, parfois toxiques pour nous autres. Et ce, parce que l'amour fait rentrer en jeu un concept fondamental, la passion. On peut dire ce qu'on veut, la dimension passionnelle des relations amoureuses joue un rôle fondamental dans la façon dont nous les vivons. Et autant elle peut nous faire monter au sommet de l'extase, autant elle peut nous faire sombrer dans les plus profonds malheurs. Comme le disait Charles Baudelaire, il y a dans l'acte d'amour une grande ressemblance avec la torture ou avec une opération chirurgicale. Alors nous sommes tout à fait en droit de nous demander, sommes-nous esclaves de la passion amoureuse? Pouvons-nous conserver les bénéfices de la passion amoureuse sans que celle-ci nous fasse du mal? Avant de répondre à cette grande question, tâchons déjà de mettre au clair un point essentiel pour votre bonne compréhension. Et avec un invité de taille, n'est-ce pas? Salut à toi. Quel est l'intérêt de se poser cette fichue question? Eh bien c'est très simple. Dans l'expérience qu'on peut avoir de l'amour, on distingue principalement deux dimensions. La dimension passionnelle et la dimension rationnelle. La dimension passionnelle, c'est le romantisme, la sexualité, les envolées lyriques et les fantasmes qui naissent d'une relation amoureuse. La dimension rationnelle, quant à elle, c'est la façon dont vont communiquer les membres du couple, les discussions sérieuses, ainsi que la façon consciente dont ils vont construire la relation. Or, ce qu'il se passe bien souvent, c'est que la passion prend le dessus sur la raison dans les relations amoureuses. Elle prend le dessus tant elle est puissante, intense, tant elle vient inhiber le travail de la raison, pourtant capitale dans le développement sain des relations. Et là, le cocktail explosif émerge. Au mieux, on est désabusé, légèrement attristé. Au pire, on est atterré, dévasté. Car la passion ne pardonne pas. Elle nous fait littéralement passer par des hauts et des bas très puissants. Mais moi je veux faire l'amour! En revanche, si un véritable travail d'analyse, d'introspection et de communication prend place au sein de la relation amoureuse, les membres qui la composent ont tout à y gagner. Car alors autant ils peuvent profiter des bénéfices de la passion amoureuse, un peu plus de romantisme et de folie par exemple, tout en limitant le risque d'être victime des revers de la dite passion amoureuse. Le risque de désillusion et de douleur lié à la rupture par exemple. C'est en cela qu'est l'intérêt de chercher à mêler raison et passion au sein des relations amoureuses. Ah. Et c'est en cela que je pose la question de savoir si nous sommes esclaves ou non de l'amour, plus précisément des passions amoureuses. Je vois. Mais attendez, nous sommes encore loin du compte. Car pour répondre à cette question, il faut déjà savoir ce qu'est l'amour. Certes. Et oui, pour ce faire, je vais donc m'appuyer sur 3 œuvres. Mon bon vieux dictionnaire de la philosophie, le célèbre Banquet de Platon, ainsi que sur l'éloge de l'amour d'Alain Badiou. Une fois cela fait, nous partirons donc dans les méandres de cette grande question, accompagnés à la fois de ce cher philosophe. Qu'est-ce que tu racontes être romantique et passionnel? Et des diverses réponses qu'ont pu formuler les intervenants dans mon micro-trottoir sur l'amour. Est-ce que vous pensez que nous sommes victimes des passions amoureuses? C'est-à-dire victime. Vous êtes youtubeur là, c'est ça? C'est ça, oui, j'ai une petite chaîne YouTube. Non mais je suis pas trop fan des youtubeurs. Êtes-vous prêts? On commence maintenant. Dans le Banquet de Platon, plusieurs personnages sont mis en scène afin de présenter chacun leur vision de l'amour. Parmi eux, Phèdre, Agathon, Aristophane ou encore Socrate. 2 discours vont nous intéresser tout particulièrement ici, celui de Socrate et celui d'Aristophane. Aristophane, lui, dépeint un temps où les humains étaient composés de 4 bras, 4 jambes et 2 têtes. Se sentant très puissantes, ces créatures décidèrent un jour d'attaquer les dieux. Mais Zeus, dieu des dieux, assez vénère face à cette situation, leur jeta un grand éclair en pleine tête et les coupa en 2. Alors, totalement désemparés, les humains, désormais pourvus de seulement 2 bras, 2 jambes et une tête, se mirent à la recherche de leur moitié perdue. Selon Aristophane, l'amour, c'est cette recherche. La recherche de notre moitié, la recherche de notre partie manquante. Et Socrate enfonce le clou en disant « L'amour est désir d'un objet. Or, on désire que ce dont on ne dispose pas. Alors, celui qui aime ne détient pas l'objet de son désir. Par conséquent, pour Socrate, l'amour est la soif de quelque chose qui nous manque et dont la privation nous fait souffrir. » Et vous, le philosophe,
Philosophe, qu'en dites-vous? Alors l'amour c'est simple, si on l'a poli et rendu mignon, cliché, rose bonbon, etc. à travers les âges dans les histoires, c'est qu'à la base c'est tout à fait l'inverse. Et on l'a bien compris, alors j'en ai déjà parlé, mais l'amour est une pulsion de possessivité à l'état pur. On veut posséder la personne qu'on aime, et sinon on préfère qu'elle n'existe pas. On veut soit aimer et avoir pour nous, soit on lui préfère la mort à l'objet de notre amour. Personne n'échappe à ce schéma, même pas Dieu. Dieu il nous aime, dit-on. Il nous aime si on fait ce qu'il nous dit de faire, sinon il nous envoie en enfer, tu vois. Donc Dieu il nous aime, mais si on fait pas ce qu'il veut, il nous envoie en enfer. Et les gens qui aiment quelqu'un c'est pareil. Vous avez vu à quel point c'est profond ma réflexion, mais c'est la vérité et tout le monde le sait. Méditez bien ce que je viens de dire parce que là on n'est pas sur des mèmes de Pascal Praud, etc. Tu vois, on n'est pas sur des explosions. Méfiez-vous. Mysticisme. Mais vous fumez, monsieur. Nul n'échappe au schéma de la cruauté de l'amour, même pas les dieux. You know what I mean? Oh là 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 là. Et chez les humains c'est pareil que chez Dieu, c'est la possession. On veut posséder ou tartiner, voilà. Enfin tartiner dans le sens bam bam, grosse baffe dans la gueule. Mais on peut même aller plus loin que ce simple désir de possession. Dans l'éloge de l'amour, par exemple, Alain Badiou revient sur deux conceptions radicalement opposées de l'amour. L'amour comme un élan divin, presque religieux, dont l'expérience peut nous amener vers le supra-humain, c'est ainsi que Kierkegaard voyait la chose, et l'amour comme une extravagance naturelle du sexe, comme un outil au service de la reproduction de notre espèce. Le philosophe s'accordera d'ailleurs sur ce point. Quelque part l'amour, tu vois, c'est aussi un coup de nitro dans la prédation sexuelle. Pour optimiser les chances à une personne de faire des enfants à une autre personne. Mâle ou femelle d'ailleurs. Hein. Les femmes aussi sont ultra possessives, je veux dire, quand elles s'attachent à quelqu'un, c'est des vraies poulpes. Les femmes sont des vraies poulpes en amour. Le clitoris est d'ailleurs très poulpique si on regarde bien dans les détails. L'amour sert à optimiser les chances de féconder quand la personne se sent inférieure. C'est-à-dire, si t'es un 2 sur 10 et que tu kiffes un 8 sur 10, l'amour il va être de 6, il va être de 6 points. Tu vois ce que je veux dire? C'est une compensation pour te donner de la force. L'amour c'est un peu comme un champi dans Mario Kart, hein, si tu veux, ça te fait charbonner, ça te fait aller plus vite, voilà c'est tout. Sauf que dans la vie évidemment il y a des limitations de vitesse, à toi d'en conclure ce qu'il faut. Comment ça? Mais si on veut aller encore plus loin, Badiou dit que l'amour est une construction de vérité. Selon lui, l'amour est une façon de faire l'expérience du monde à partir d'une vision commune, et donc à partir d'une différence. L'amour est une construction de vérité car son expérience permet d'enrichir celle que l'on fait de la vie et du réel au niveau individuel, par le biais de la vision du couple, qui complète celle de chaque membre justement. Et qu'en dit mon bon vieux dictionnaire de la philosophie? Il nous dit que l'amour est une forme d'attachement et ou d'affection. Il peut s'agir soit d'une tendance à s'unir avec l'autre, soit d'une aspiration au beau et au bien, comme chez Platon, soit enfin d'une attention véritable et désintéressée de l'autre. Eh bien, ça fait de la matière tout ça, et c'est tant mieux, ça nous permettra d'être plus précis. Parce que moi je suis sympa comme gars. Partant de ce que nous avons jusque-là, l'amour implique, quoi qu'il arrive, une forme d'attachement. Et vu la problématique évoquée dans le titre de la vidéo, nous allons partir ici sur l'amour en tant que désir d'union avec l'objet de notre désir, notre compagnon dans ce cas, ou les compagnons. N'oublions pas les polyamoureux. Très juste, cher ami. Très très juste. Or, plus que l'amour, la problématique de ma vidéo se concentre sur la raison et les passions amoureuses. Alors voyons donc de quoi on parle. Ah, mais vous êtes lourd là! Vous voulez pas arrêter et aller à l'essentiel? Vous savez, je pourrais tout à fait tenter de répondre à la question sans définir les termes principaux en amont. Je pourrais aussi faire un TikTok sur le sujet sans pousser la réflexion. On touche pas mes petits pois du jardin! Mais moi, je veux la qualité, monsieur. La qualité. Alors laissez-moi préciser mon propos, ça ne sera vraiment pas long. Quand j'oppose raison et passion amoureuse, je fais référence à deux concepts simples. La raison en tant que faculté à bien juger les choses, dit autrement notre capacité à analyser les situations et à mettre en place de bonnes façons d'agir en conséquence. Le terme raison vient d'ailleurs du latin rationem qui signifie faculté de calculer. Et la passion en tant qu'inclination non maîtrisable. Ce terme vient du latin passio qui signifie littéralement action de souffrir. La spécificité des passions ici, c'est qu'elles viennent faire obstacle à la raison. Et moi je veux faire l'amour! Ce sont des images mentales, des sentiments et des émotions puissantes qui nous empêchent de bien juger les choses. Et toi, qu'est-ce que t'en penses, maître Galbé? Alors la raison, elle te sert à comprendre l'amour, de la même manière que la raison te sert à comprendre un instrument de musique que tu connais pas et que tu sais pas jouer, tu vois. Et effectivement, quand tu connais l'instrument de musique qu'est l'amour, tu peux mieux le gérer et avoir des sons, n'est-ce pas, plus harmonieux. Tu peux même éventuellement t'en dépêtrer, tu vois, pour pas passer pour un faible, etc. C'est un peu l'amour, c'est un peu comme les échecs, faut faire attention à ce qu'on montre, etc. Voilà, sinon on passe pour un débile, pour un faible. Donc avec la réflexion et l'expérience, qui donne, je dirais moi, la raison, à la fin, tu peux gérer cette émotion envahissante et harassante qu'est l'amour. Ce qui est sûr d'ailleurs, c'est qu'une relation durable ne doit jamais avoir pour seul critère l'amour passionnel, car cela fluctue et les deux parties n'en sont jamais, ou les trois parties si on est polyamoureux, n'en sont jamais pareillement empreints, n'est-ce pas? Intéressant. Mais si les relations amoureuses ne doivent pas se baser sur la passion pour tenir dans le temps, peuvent-elles au moins tirer quelque chose de celle-ci? Et ne pas en souffrir accessoirement? Je veux faire l'amour! Soyons même un peu plus taquins. Les expériences qui enrichissent notre faculté à raisonner, comme l'a si bien dit ce cher philosophe, ne sont-elles pas plus enrichissantes encore si elles incluent une forme de passion? Oula! Là, on arrête tout et on va à l'essentiel.
Comme toute forme de relation, les relations amoureuses n'échappent pas à la règle. Elles sont toutes différentes les unes des autres. Tous les couples vivent leurs relations à leur façon. Ils ont tous leurs ambitions, leurs moyens propres, leur mode de fonctionnement, etc., etc. C'est pourquoi il me semble important de m'arrêter un temps sur la façon dont se construisent les relations amoureuses. C'est mes petits points. Parce qu'entre la relation qu'entretient Emmanuel Macron avec sa femme et celle qu'entretient une prostituée alcoolique avec un crackman, il y a un monde. Alors les relations, elles sont pas toutes les mêmes, évidemment, c'est sûr. Bon, par exemple, Sartre et Beauvoir. Bon, Sartre avait l'ascendant intellectuel sur Beauvoir et elle l'ascendant esthétique parce qu'il était, voilà. Donc ils se complétaient bien finalement et il se servait d'elle pour ramener quelques étudiantes, mais c'était pas passionnel, évidemment que c'était pas passionnel parce que voilà, sinon il aurait pas ramené des petites étudiantes. C'est sympathique, ok, bon, ils ont fait leur petit bail, tu vois, c'est normal. C'est-à-dire, tous les mecs des médias aujourd'hui font du threesome, c'est connu, mais tout le monde fait du threesome dès que les gens peuvent. Je veux surtout pas vous briser vos rêves, hein, mais... Bon, c'était un binôme qui fonctionnait bien. Après, ils ont conceptualisé leurs amours avec des noms, amour nécessaire, tout ça, donc ça fait, voilà, ça fascine un peu la plèbe, mais c'est pas grand chose, hein. Moi aussi, le philosophe, je pourrais très bien dire oui, c'est mon amour. Jim Morrison, il disait ouais, un tel, c'était mon amour cosmique. Tu veux dire, mon amour m'a changé, moi. Oui, j'ai tartiné une crevette, c'était mon amour langoustine. On peut tous inventer des trucs. La femme de Omar, oui, c'est mon amour Omar. Alors, effectivement, après, t'as les stars de télé-réalité, donc là, c'est plus physique. Effectivement, c'est mieux quand ils parlent pas, d'ailleurs, oui, en effet. En même temps, ne critiquons pas, parce qu'entre mater un porno de Sartre et Beauvoir, à part pour se taper une barre, et les BG, TV, allo quoi, on sait tous ce qu'on préférait regarder, alors ne critiquons pas non plus, n'est-ce pas? Puis t'as les gamins qui comprennent rien à l'amour et qui se prennent tout dans la gueule. Puis les vieux, comme tu me disais, Blas, qui ont pas le même rapport à l'amour, mais parce que de toute façon, les vieux, ils ont tout oublié de l'amour, effectivement, parce que comme le dit Léo Ferré, avec le temps va, tout s'en va. Avec le temps va, tout s'en va. Et à la base de ces différences se trouvent des contextes et des volontés aux antipodes les uns des autres. Là où certains nourront une relation amoureuse sur une base de dialogue et d'intérêts intellectuels, d'autres entameront une relation sur des bases beaucoup plus charnelles. T'es un malade, Bernard. Il suffit de voir la variété des discours dans le micro-trottoir que j'ai fait à ce sujet. C'est pas quelque chose en fait que tu contrôles, l'amour forcément, genre de qui tu veux tomber amoureux et de à quel point, etc. J'étais quelqu'un de très mal et depuis que j'ai rencontré mademoiselle, je suis devenu quelqu'un de très heureux. Après ça devient toxique. Ouais. Voilà, c'est toxique. Je suis un peu. Il vaut mieux être victime de l'amour que de ne pas en avoir. Des personnes âgées n'aborderont pas une relation comme l'abordent des personnes plus jeunes, car ils sont dans un milieu différent, ont des expériences et des passés différents, ont été éduqués d'une façon bien spécifique. Chaque relation amoureuse se construit différemment par le fait même que les gens ne viennent pas des mêmes milieux, n'ont pas les mêmes connaissances, etc., etc. Mais pour autant, c'est comme s'il y avait quelque chose d'universel en l'amour, quelque chose d'inhérent à toute relation amoureuse, aussi singulière soit-elle. Après Platon, d'autres philosophes ont essayé de mettre le doigt dessus. Et c'est ce que nous allons découvrir avec ce cher Alain Badiou. Selon ce philosophe, il y a, au-delà de toute passion et de toute réflexion, une forme de construction dans les relations amoureuses. Cette construction dont il parle, ce n'est ni plus ni moins que le processus par lequel les membres de la relation passent. À mesure qu'ils se rapprochent, ils expérimentent la vie à deux. Spéciale pensée à nos amis polyamoureux. Dans ce paradigme, l'amour se rapporte à la totalité de l'être de l'autre. Et l'abandon du corps, le déchaînement des passions, le fait de se confier, ne sont que des symboles tangibles de cette totalité. Et plus les amoureux communiquent, plus ils se rapprochent, plus ils se découvrent, plus différemment encore ils voient la vie. Plus différemment encore ils l'expérimentent. Car en vivant de nombreuses expériences ensemble, le prisme personnel de chacun se réadapte et se calque sur celui de l'autre pour en faire naître un encore plus important que l'addition de la vision de chacun. Un amour véritable est celui qui triomphe durablement, parfois durement. Des obstacles que l'espace, le monde et le temps lui proposent. Mais tout cela n'est pas sans danger. Un couple pourrait très bien tenter de partir sur des bases constructives et déboucher sur une relation toxique ou malsaine. Vous ne croyez pas si bien dire. Je veux faire l'amour. Effectivement, la force des passions amoureuses est telle qu'elle peut parfois chambouler grandement le développement des couples. Un couple peut en même temps être très conscient de la façon dont chacun vit la relation, communiquer parfaitement, mais être en parallèle victime de la jalousie de l'un ou de l'autre. Je veux faire l'amour. À savoir en plus que chaque couple a sa propre conception de l'amour et des relations amoureuses. Pour certains, il sera essentiel d'avoir une vie charnelle par exemple. Alors vous pensez que c'est possible ou pas sans sexe? C'est pas possible, mon pote. Là où pour d'autres, ce ne sera pas spécialement important. Certains couples se sentiront mieux en conservant une sorte de distance dans la relation, liée à un travail intellectuel sur la relation même. Là où d'autres se sentiront mieux en laissant leur passion se déchaîner. Ah, moi j'aime trop ça, moi. Sexuel. Bref, c'est un bordel sans nom. Parce que la façon dont se développe un couple, qui du coup est propre à chaque couple, a une influence directe sur la possibilité de trouver un équilibre, ou non, entre les passions et la raison au sein même du couple. Mais alors, sommes-nous victimes de cette fichue passion amoureuse? C'est ce que nous allons voir maintenant. J'ai tellement attendu ce moment. En posant cette question aux Montpelliérains, j'ai tiré une matière intéressante. Du coup, sommes-nous victimes des passions amoureuses? Je pense que oui et non. Alors oui, dans le cadre où tu peux pas forcément contrôler tes sentiments et envers qui tu vas développer des sentiments. Mais après, non, parce que tu peux justement gérer ta manière en fait de réagir
sentiments que tu éprouves. Est-ce que tu penses qu'on est victime de la passion amoureuse ou pas? Après, je crois pas qu'on est victime de quoi que ce soit. En fait, la passion amoureuse, soit on la vit, ou soit on l'éradique. On est peut-être victime de notre propre désir. Est-ce que vous pensez que les passions amoureuses nous apportent plus de malheur ou de bonheur en soi? Bonheur. Ouais, parce que genre on contrôle pas et tout, et après ça fait mal. Nous, on a fait le choix le début, c'était la passion, parce que voilà, on part de loin. Mais on a rationalisé quand même. Ah oui, forcément, on rationalise tous. Pour que c'est dur, parce que voilà, la passion, tout le temps, c'est pas possible. Enfin, on est coupable dans le sens où c'est pas quelque chose qu'on contrôle. Je vais maintenant m'appuyer en partie sur ces belles paroles pour répondre à la grande question qu'on s'est posée. Mais ne vous inquiétez pas, nos bons vieux philosophes arrivent très vite. Bien que les réponses des gens soient relativement variées, je repère deux idées générales qui sont revenues quasi systématiquement. Il est difficile, voire impossible, de contrôler les passions amoureuses, et les passions amoureuses nous font toujours souffrir d'une façon ou d'une autre. Mais, fait intéressant, j'ai constaté que lorsque je parlais du concept de passion aux couples que je croisais, ils avaient soudain l'air plus joyeux. Est-ce que selon vous, nous sommes victimes des passions amoureuses ou pas? Oui. Oui, on l'est. C'est intéressant pour toi, la passion c'est l'amour, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est ça. Des passions amoureuses? Des passions amoureuses, hein. Ouais. Je pense que oui. Ouais. La preuve. Et vous le vivez bien? Absolument. Cela voudrait-il donc dire que la passion leur évoque quelque chose de beau et de positif? Eh bien, je n'ai pas envie d'émettre des hypothèses trop rapidement, mais au regard de leur comportement, on dirait bien que oui. Mais alors comment est-ce possible, sachant que ces personnes ont aussi souffert des effets de la passion? Là est tout le problème, je crois. En fait, la passion a ceci de particulier qu'elle n'a pas vraiment de mesure, étant donné qu'elle consiste en des pulsions non maîtrisables. Mais moi je veux faire l'amour! Elle est toujours dans les extrêmes, que ce soit dans les plaisirs et les joies les plus intenses, ou dans les malheurs et les tristesses les plus grands. Vraiment toujours dans les extrêmes? En fait, elle se manifeste dans les faits par des représentations mentales, des fantasmes et des pulsions physiques intenses. Ce peut être la projection que certains ont tendance à faire lorsqu'ils sont dans une relation amoureuse, les désirs intenses qu'on peut ressentir vis-à-vis de l'autre, ou encore ces brusques élans de possession et de jalousie. C'est qui le mec là hier avec qui tu parlais sur Facebook là? Après, est-ce vraiment possible de les contrôler de sorte qu'elles ne nous desservent pas? Eh bien, c'est toute la question de votre vidéo, cher ami. Je sais. Revenons donc rapidement sur ce concept de passion. Certains philosophes ont écrit sur le sujet, et pour nous permettre d'avancer dans notre réflexion, j'aimerais désormais les faire parler. C'est parti. Dans le Phédon, un dialogue écrit par Platon, Socrate s'exprime en ces termes. Pour entrer dans la race des dieux, cela n'est pas permis à qui n'a pas été philosophe, et n'est point partie entièrement pure. Ce droit n'appartient qu'à l'ami du savoir. C'est pour cela que les vrais philosophes se gardent de toutes les passions du corps, leur résistent et ne s'y abandonnent pas. Alors ici, Socrate ne parle pas spécifiquement des passions amoureuses, il fait surtout référence aux passions humaines, telles que l'avarice, la malhonnêteté, bref, tout ce qui détourne l'âme de la vertu et du bien. Mais c'est tout de même intéressant, car les passions amoureuses sont malgré tout comprises dans les propos de Socrate. Ta question? Bien, faisons maintenant un bond de près de 100 ans pour arriver vers notre bon vieux Zénon de Kission, le fondateur du stoïcisme. La passion est un ébranlement de l'âme, opposé à la droite raison et contre nature. Pour le coup, rien d'étonnant, étant donné que la philosophie stoïcienne a toujours vanté la domination des passions. Cela me permet tout de même de vous montrer à quel point certaines philosophies voyaient les passions d'un mauvais œil. Mais moi je veux faire l'amour! À tort ou à raison? C'est quoi le secret d'un couple pour qu'il dure? Baiser. Avançons maintenant de plus de 1500 ans pour aller à la rencontre du célèbre Descartes. D'après lui, les passions sont toutes bonnes de leur nature, et nous n'avons rien à éviter que leur mauvais usage ou leurs excès. Pour le coup, c'est très intéressant, car Descartes n'attire pas notre attention sur le fait que les passions soient mauvaises ou bonnes en soi, mais sur l'usage que l'on en fait et leur intensité. Ça, nous allons revenir dessus. Pour finir, rapprochons-nous de l'ère contemporaine avec Camus et son génial mythe de Sisyphe, publié en 1942. Dans son essai, Camus dédie un passage à la condition même de l'homme. Et pour ce faire, il prend en exemple Don Juan et son rapport à l'amour. Il y a ceux qui sont faits pour vivre et ceux qui sont faits pour aimer. Don Juan, du moins, le dirait volontiers. Mais ce serait par un raccourci, comme il peut en choisir. Car l'amour dont on parle ici est paré des illusions de l'éternel. Tous les spécialistes de la passion nous l'apprennent. Il n'y a d'amour éternel que contrarié. Il n'est guère de passion sans lutte. Et un peu plus loin, il enfonce le clou. Ceux qu'un grand amour détourne de toute vie personnelle s'enrichissent peut-être, mais appauvrissent à coup sûr ceux que leur amour a choisi. Une mère, une femme passionnée ont nécessairement le cœur sec, car il est détourné du monde. Un seul sentiment, un seul être, un seul visage, mais tout est dévoré. Waouh! Alors au regard de tout ça, on serait tenté de dire qu'il est essentiel d'arriver à dominer ses passions amoureuses pour pouvoir vivre sainement les relations. Mais cela me pose deux problèmes dans l'immédiat. Se couper totalement de ses passions rend la vie plus austère, si tant est qu'on arrive à s'en détacher déjà. Si tant est qu'on arrive à s'en détacher, je ne comprends pas.
J'y reviens tout de suite. Mais aussi et surtout, comment dominer ses passions? Si tant est qu'on arrive à s'en détacher? Oui, car se détacher totalement de nos passions me semble être super complexe dans les faits. Cela demande un travail sur soi si important que c'est une chose difficilement accessible au commun des mortels. Et quand bien même ce serait possible pour tous, il me semble important de rappeler que notre capacité à raisonner et à calculer s'appuie aussi sur ce qu'on tire des passions. C'est le cas par exemple lorsqu'on prend le temps d'analyser notre situation ou notre réflexion après un drame amoureux. C'est aussi le cas lorsqu'on se laisse aller à nos plus folles passions dans l'optique de mieux comprendre comment est-ce qu'on réagit dans certaines situations. Essayer de trouver ce qui est sain ou non pour nous. Mais vous complexifiez tout! On avait presque un semblant de réponse. Patience l'ami, on y arrive à notre réponse. Et vous me fatiguez avec votre état stressé là. Peu de choses près, vous me rappelez une vieille connaissance à moi qui était totalement incontrôlable. Qui est cette vieille connaissance? Ah, je me rappelle plus son nom. Comment il s'appelait déjà? Vous n'avez pas une image, une vidéo? Quelque chose qui me permettrait de le voir? Ah si, j'ai gardé cette vidéo. Mais moi je veux faire l'amour! Je veux faire l'amour! Et puis je veux dire, est-ce si pertinent que ça de se détacher de ses passions finalement? Ne rendent-elles pas les relations amoureuses que l'on entretient plus marquantes et plus enrichissantes encore? Après toutes mes tergiversations, toutes les discussions que j'ai eues dans la rue, toutes les façons que j'ai eues d'expérimenter l'amour, j'ai enfin une piste. La modération. Tiens. Une recherche d'équilibre entre raison et passion. La volonté de concilier notre capacité à calculer et à analyser avec les sensations les plus profondes de l'existence humaine. Cet idéal est-il vraiment chimérique? Eh bien, peut-être pas tant que ça. Pouvoir contrôler ce qu'on est capable de contrôler et laisser le reste. Il faut que les deux personnes elles pensent la même chose. Il faut que les deux personnes elles fassent des efforts entre elles. Si c'est qu'une personne qui pense comme ça va pas. D'une certaine manière, je pense qu'il faut trouver une certaine forme d'équilibre. Parce que de la passion, sans conscience, sans rationalité, sans être terre à terre, ça laisse justement l'espace à une certaine forme d'irrationalité dans ce que l'on ressent, dans le contact et la relation qu'on a avec l'autre personne. D'une certaine manière, je pense que la rationalité, elle est importante dans ce cas-là. Au vu des réponses de certains Montpelliérains, je ne suis pas le seul à penser qu'il est possible de faire preuve de modération dans la façon dont on vit l'amour. Je suis coach en séduction rapide. Je vous explique. Imaginons que la passion soit comme une bonne entrecôte bien grasse et bien assaisonnée. Dans les faits, cette entrecôte est très bonne. La manger vous fait sortir de la routine un peu fade de votre existence, et cela vous fait découvrir de nouvelles saveurs. En revanche, par le fait même que cette entrecôte est riche et grasse, il est préférable de ne pas en abuser. Sinon, votre santé en pâtira. Eh bien, la passion fonctionne de la même façon. Selon moi, elle peut, dans une juste mesure, nous être bénéfique. Car elle casse la routine, elle nous fait ressentir des choses fortes, nous met en mouvement, etc. Mais pour autant, elle peut littéralement nous détruire. Si on se laisse toujours aller à elle et qu'on la laisse dominer notre vie mentale, elle sera inévitablement plus toxique qu'autre chose. Mais moi je veux faire l'amour! Et qu'en est-il de la raison alors? Parce que vous parlez beaucoup des problèmes de la passion, mais on en oublie l'autre aspect essentiel de votre question. Très juste, j'y viens justement. En fait, on pourrait dire exactement la même chose de la raison. Dans une relation amoureuse, celui qui délaisse totalement sa faculté à analyser rationnellement la situation sera inévitablement victime de celle-ci, puisqu'il n'aura aucun contrôle sur ce qui s'y passe. À l'inverse, celui qui, dans une relation amoureuse, laisse une place beaucoup trop importante à la réflexion et à l'analyse, risque de casser tout ce qu'il y a de beau et de surprenant à l'amour, et finir comme ce bon vieux Schopenhauer désabusé. Cette question de mesure est vraiment fondamentale. Cela fait directement écho à ce que disait Descartes tout à l'heure. Les passions sont toutes bonnes de leur nature, et nous n'avons rien à éviter que leur mauvais usage ou leurs excès. Ce sur quoi nous devons nous concentrer, c'est sur l'usage qu'on fait des passions amoureuses, et sur la place qu'on leur laisse. Rappelons ici que l'état de passion marque une soumission de l'âme aux désirs et aux pulsions corporelles. Généralement, les passions sont donc nocives en ceci qu'elles subvertissent notre capacité à faire preuve d'esprit critique. Mais dans une juste mesure, il peut être intéressant pour les membres du couple de se laisser aller à ce que les passions amoureuses ont de beau à leur offrir. Des moments de profond bien-être avec la personne aimée, des nuits torrides, une sensation de légèreté. Ce n'est pas pour rien qu'un pan entier de la littérature et de l'art traite de l'amour et de ce qu'il déclenche en nous. Et encore une fois, c'est pareil pour l'aspect réflexif. Dans une juste mesure, la capacité d'un couple à penser sa relation même peut lui apporter plein d'avantages. Un lien plus profond entre les deux membres du couple, une meilleure compréhension des attentes et des souhaits de chacun, de nouvelles idées pour rendre la relation pérenne, etc., etc. À mon sens, tant que la présence des passions est connue au sein du couple et que celui-ci veille à faire en sorte qu'elles le servent plus qu'elles ne le desservent, alors tout est réussi. Et la question est vite répondue. Salut à toi, jeune entrepreneur. Waouh, bien ça, c'était du sport. C'est le moins que l'on puisse dire, oui. Mais comment conclure maintenant? Peut-être que l'ami et le philosophe a quelque chose à nous dire? Triste condition humaine, je finirai là-dessus. Hasta luego, à bientôt si Dieu le veut. Hasta luego, à bientôt si Dieu le veut. Blas, salut à toi. Vous n'avez pas une citation inspirante ou un truc du genre? Ah si, j'ai exactement ce qu'il vous faut. Refaisons un dernier bond dans le passé pour retrouver notre vieux Socrate, peu de temps avant sa mort. Qui ne commence pas par l'amour ne saura jamais ce qu'est la philosophie. Et ce cher Alain Badiou pourrait ajouter: vous comprenez, les sceptiques, ils nous font quand même bien rire. Parce que si l'on tentait de renoncer à l'amour, de ne plus y croire, ce serait un véritable désastre subjectif. Et tout le monde le sait. La vie, il faut bien le dire, serait fortement décolorée. Donc l'amour reste une puissance subjective. Une des rares expériences où, à partir d'un hasard inscrit dans l'instant,
vous tentez une proposition d'éternité. Et c'est pourquoi nous trouvons toujours matière à penser.